Voilà, alors on va commencer. Le sujet d'aujourd'hui, donc bien sûr, ça va s'apparenter à la fête de Hanouka et on va prendre, comme on a l'habitude de faire, alors cette fois-ci, ça ne sera pas en rapport avec la paracha. J'ai décidé de faire par rapport à Hanouka et ça sera toujours un thème, en rapport avec la halacha, heu, concernant notre habitude d'allumer les nérodes de Hanoukia à la choule. D'où cela vient? D'où cela provient? Est-ce que c'est une coutume? Est-ce que c'est un din? Est-ce que c'est une jurisprudence? Est-ce qu'on l'apprend de la Torah? Est-ce qu'on l'apprend des rabbins? Est-ce que c'est quoi les raisons de cette coutume? Et c'est quoi tout ce qui va découler, heu de manière très concrète, de ce que l'on doit faire dans l'allumage de la Hanoukia, de la choule. Voilà. J'espère que ce sujet va vous plaire. C'est un sujet que on traite assez rarement et donc hop, voilà, je me suis dit que ça peut être un sujet assez sympa à développer. Alors alors, de manière générale, sachez que l'allumage de la Hanoukia dans une choule, ce n'est marqué nulle part. Il est marqué nulle part qu'on doit allumer pendant Hanouka, la chan dans une Hanoukia, dans une choule. Tout ce qui est développé, c'est uniquement parmi les maîtres du Moyen Âge, aussi bien, des contrées ashkénazes que des contrées séfarades. Et la question est de savoir donc qui a établi ce minhag, pour quelle raison et selon les raisons, eh bien, on va voir si de manière très concrète, cela va changer notre manière de faire. Vous allez voir qu'il va sortir je pense, hein, des choses intéressantes de ce sujet, des choses que j'ignorais jusqu'à moi-même, jusqu'à maintenant. Alors, la question est de savoir déjà pour quelle raison la cet usage d'allumer une Hanoukia dans le Beth Knesset a été instauré. Il y a dans les Rishonim, parmi les maîtres du Moyen Âge, 3 raisons principales. La première raison, elle a été écrite par un livre qui s'appelle le Kolbo. Alors, le Sefer HaKolbo, Kol, Bo. Il y en a qui l'écrivent en tout attaché, et il y en a qui l'écrivent, séparé. Kol, tout, Bo et dedans. Alors, qui l'a écrit? C'est pas clair. C'est pas clair. Ah, on imagine, il y a plusieurs théories. Il y a une théorie qui pense que ça a été écrit par, et c'est la théorie la plus vraisemblable, par un certain Rabbi Aaron Hakohen de Lunel. De Lunel, donc il fait partie des sages de Provence. Et ce livre, il a été édité pour la première fois à Naples en 1490, donc c'est vraiment, la fin des Rishonim. C'est la fin de l'époque des maîtres du Moyen Âge et c'est un recueil de toutes sortes de coutumes et de halachot, qui traitent aussi bien des lois des brachot, des lois de la tfila, des usages de Shabbat, des fêtes d'Israël, des mariages, des lois concernant l'argent, les lois concernant la nourriture, les lois de Havelout, et cetera, et cetera. Heu, hem, c'est l'un des tout premiers commentaires. Dans ce même Sefer Kolbo se trouve un commentaire sur la Haggadah de Pessah et donc il se trouve être l'un des commentaires les plus, précoces dans l'histoire à traiter de la Haggadah de Pessah. Heu, alors, d'autres pensent qu'il s'agit d'un, d'un Sefer écrit par le Rivash. Alors le Rivash, on va en reparler un peu plus tard. Le Rivash, il y avait 2 sages dans toute l'histoire de l'Algérie, 2 sages du Moyen Âge. C'est tout. Dans toute l'histoire du Moyen Â dans toute l'histoire d'Algérie. Donc c'était un maître à Alger, il s'appelait le Rivash, Rabbi Yaakov Bar Sheshat. Un et le deuxième sage, c'était son père, le Rashbash, Rabbi Shmuel Bar Sheshat. Et il y en a qui pensent qu'il s'agit de lui. Le Chida n'est pas d'accord. Le Chida pense qu'il s'agissait bien d'un sage de Provence de Lunel.
Et il y a même il y a même, il y a même un livre du nom de Corée Adorot qui pense qu'il s'agit d'une femme. C'était une femme qui était spécialement intelligente et qui a écrit ce livre des Sefer HaKolbo. Mais ça a pas l'air parce que ce livre, ça a l'air qu'il a été écrit par un homme. Donc, même l'auteur lui-même, il doute de cette théorie. Alors, quoi qu'il en soit, la première raison pour laquelle il semblerait qu'il faille allumer les nérotes de Hanoukia à la choule, c'est afin de pouvoir rendre quitte certaines personnes qui étaient dépourvues de maison, qui n'avaient pas de lieu d'habitation. Or, la Hanoukia a été instituée par nos sages, Ner, Ish ou Beto. L'allumage de la Hanouka doit bien être, elle a été instituée selon la maison de tout un chacun. C'est-à-dire qu'une personne qui n'a pas de lieu où habiter, elle est SDF, elle est sans domicile fixe, eh bien, est exemptée de la mitzvah d'allumer les nérotes de Hanoukia. Et donc, l'allumage à la choule est fait pour rendre quitte les gens qui étaient soit de passage, de sorte à ce que lorsqu'ils viennent à la choule prier, c'était très souvent leur maison d'accueil. La choule, le Beth Knesset faisait office de maison d'accueil. C'était le centre social dans lequel se rassemblaient toutes les personnes qui ne savaient pas où aller. Elles mangeaient là-bas, elles dormaient là-bas, elles étaient de passage là-bas. Mais quoi qu'il en soit, il y avait toujours des lits et de quoi restaurer une personne de passage. Cette raison-là, comme quoi l'allumage de la Hanoukia à la choule est faite pour les gens qui mangeaient et qui étaient de passage, il y a un sefer qui s'appelle le sefer Tanya. Alors, attention, ce n'est pas le sefer Hatanya du premier rabbi des Lubavitch, mais c'est un autre sefer, Tanya Rabati. Tanya Rabati, c'est un livre, c'est aussi un recueil de lois et d'usages qui a été écrit vraisemblablement par un rabbin italien qui s'appelait Rabbi Yechiel ben Yekoutiel Harofé. Il était médecin. Et il a vécu tout à la fin, lui aussi, tout à la fin du Moyen-Âge, plutôt Renaissance, à la fin des années 1400, début des années 1500. Et on ne connaît pas tellement de choses sur lui. Ça a l'air que c'était aussi un élève qui était un élève du rivage de ce fameux rabbin algérien. Il donne la même raison. Il dit, étant donné que les gens de passage, les gens qui étaient dénués de toute ressource financière, n'avaient pas où habiter. Et la choule était un lieu de passage où ils pouvaient dormir, manger, etc. C'est pour ça qu'on allume à la choule. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, celle-ci, elle est donnée aussi par le Kolbo. Et ramenée par le Beth Yosef, par le Rabbi Yosef Karo dans son livre Le Beth Yosef. Et la deuxième raison est afin de proclamer le miracle. Je vous lis le Beth Yosef. Gam kihu kede le farsem manes bifne kol ha'am ou les sader abrachot lifnehem. Que l'allumage de la Hanoukia à la choule est fait afin de publier autant que l'on puisse le faire, le miracle. Il fallait que le but de la mitzvah d'allumer la Hanoukia, c'est pirsoumanes, c'est publier le miracle. Il faut que ça se fasse en grande pompe, etc., etc. Donc le faire à la choule, c'est aussi une certaine manière de pouvoir élargir notre cercle de publicité, de communication du miracle. Sheyesh beze pirsum gadol Hashem itbarach, parce qu'il y a en cela une grande publication du nom divin, vekidush shemo, et une sanctification de son nom, que Shem evarichim oto bemakelot. Lorsqu'on fait la bracha en grande pompe, c'est-à-dire lorsqu'on fait la bracha chez soi à la maison, ça se faisait dans un cercle familial fermé, tandis que lorsqu'on fait la bracha en grande pompe à la choule,
eh bien, cela se faisait bien sûr dans un cercle beaucoup plus large. Et donc, du coup, la publication du nom divin se retrouve grandie. Et ça serait cela, c'est la deuxième raison. Vous allez voir que ça va changer beaucoup de choses si on tient ceci ou cela. Cette raison-là, elle est aussi ramenée par le Rivage, donc ce fameux rabbi Yitzhak Bar Sheshat, l'un des grands rabbins d'Alger à l'époque des Rishonim, qui a dit que c'est pour ça qu'on allume à la choule, qui va chez Ata, chez Yadaumot, mais il ramène une autre raison. Le Rivage, il ramène un autre élément. Il dit, c'est pourquoi est-ce que. Lui, il dit que c'est plutôt en remplacement de ce qui pourrait se faire à la maison. Parce que à son époque, les Juifs étaient persécutés, il y avait des pogroms, aussi bien dans le monde oriental que dans le monde occidental. Et étant donné que les gens allumaient en cachette chez eux, il se trouve que la publication du NES, du miracle, était restreinte. Euh, Dès lors, eh bien, en allumant à la choule, en réunion où tous les juifs se réunissaient là-bas pour les offices de Shacharit, Mincha et Arvit, eh bien, la publication du NES était bien sûr était beaucoup plus grande parce qu'en en ces temps difficiles, eh bien, on se cachait. Troisième, donc on a deux raisons pour l'instant. Première raison, afin de pouvoir rendre quitte ceux qui n'avaient pas de domicile fixe, ceux qui étaient de passage, ceux qui n'avaient pas de quoi allumer, ceux qui n'avaient pas de quoi s'acheter de l'huile, etc. Donc ils se rendaient quitte par l'allumage de la choule. Deuxième raison, afin que la publication du NES se fasse de manière dans un cercle beaucoup plus large, soit parce que c'était des temps difficiles et donc cela était vraiment nécessaire, soit afin que la bracha, comme il dit le Bet Yosef, Rabbi Yosef Karo, soit pour que la bracha elle se fasse avec le plus grand nombre de personnes présentes. Troisième raison, Zecher l'Amigdash. La raison, c'est aussi une raison qui est ramenée dans le Sefer HaKolbo, qui est ramenée par le Bet Yosef, et c'est aussi une raison qui est ramenée par le livre Troumat Hadeshen. Alors j'ai envie de vous parler du Troumat Hadeshen. Le Troumat Hadeshen, c'était un certain Rabbi Israël Isserlan ben Petachia Ashkenazi. C'était un rabbin qui était aussi à la fin des Rishonim, début des Acharonim, c'est-à-dire 15e siècle. Il est né en 1390 à Regensburg, en Allemagne, et il est décédé en 1460 à Vienne. Vienne, qu'on appelait Vienne-Neustadt, en Autriche, la vieille ville. Il était le grand rabbin et le rosh yeshiva de la maison d'études locale à Vienne. Il était un rabbin extrêmement réputé. Peut-être même le Gadol Hador. Il est ramené systématiquement par le Rabbi Yosef Karo dans son code qui va amener à faire le Shulchan Aruch. Et il avait une excellente réputation, de telle sorte à ce que d'autres très grands rabbins, tels que le Ralbag, etc., le Radbaz, pardon, dans ses responsables, écrivent à son propos Rav Gadol Musmach. C'était un très très grand rabbin sur qui on peut s'appuyer. Vesomchim b'chol glilot Israël. Et ces responsables, eh bien, elles font autorité auprès de chaque juif du Klal Israël. Son livre s'appelle Troumat Hadeshen, c'est un jeu de mots, parce que la Troumat Hadeshen, vous savez, c'était la première avoda que l'on devait faire le matin quand on se levait au Beth Amikdash par les Kohanim. C'était de ramasser les cendres qui se trouvaient au milieu de l'autel et de les mettre dans une pelle et de les mélanger, ces cendres ardentes, de les mélanger avec les kétorettes et les parfums, et ainsi faire la première avoda du matin. Donc, c'était ramassage des cendres. Alors pourquoi est-ce qu'il appelait son livre Ramassage des cendres? Parce que le mot déchaîne, la gematria du mot déchaîne, c'est 354. C'est exactement le nombre de réponses dans ces responsables. Il y avait 354 questions et 354 réponses. Et donc, il a écrit son livre selon le nombre de questions et de réponses qu'il a apportées.
son grand-père était aussi un très grand érudit, le Hagaot Ashri, Rabbi Israël Mikrams, un grand Rishon, qui a écrit un Pérouche, un commentaire sur le Rif. Et donc, c'était une maison vraiment de Torah. Et on imagine que son maître était le Maharil. Le Maharil, c'est tous nos minagim qu'on tient chez les Ashkenazim et surtout dans la vallée du Rhin, on les tient du Maharil. Le Maharil, c'est le rabbin sur lequel Rabbi Moshe Isserlis, le Rama, va fonder la plupart de ses lois et de ses fondements de coutumes, etc., auprès du monde ashkénaze. Quoi qu'il en soit, le Troumat Tadéchen, ainsi que le Kolbo, ainsi que le Beth Yosef, ramènent donc une troisième maison. La raison pour laquelle on allume la Hanoukia à la Choule, c'est parce que c'est en souvenir de ce qui se passait au Beth Amikdash. Comme le SMAC, Sefer Mitzvot Ktanot, écrit la même chose. Anu Madlikim Bet Knesset, Letzad Darom. Vous avez remarqué que la loi, et c'est comme ça que ramène le Rama, et c'est comme ça qu'on a usage dans nos communautés, bien que au Merkaz, ça n'a pas toujours été le cas, ça a changé depuis 1 an ou 2, depuis que notre grand rabbin Rolveil a décidé de se ranger à cette position. On a l'habitude de ranger la Hanoukia à la choule, enfin d'allumer la Hanoukia à la choule, côté sud. Côté sud. Donc normalement, on est censé. Alors il se trouve que lorsque vous rentrez au Merkaz, par exemple, alors on a allumé côté sud, mais à l'inverse. Voilà, vous allez voir tout de suite dans le Rama, on va voir. Donc ça a été cet usage. À l'inverse, ça veut dire pas correctement, dans le mauvais sens. C'est-à-dire que normalement, on est censé allumer lorsque le visage de la personne qui allume, elle donne dos au côté sud. C'est-à-dire, il faut que la Hanoukia se tienne côté sud et que celui qui allume, il tourne le dos au sud et non pas qu'il ait le visage tourné vers le sud. Donc, ça, on verra. Alors, on verra un petit peu plus tard puisque c'est rapporté dans la halakha. Et donc, dans la majorité des synagogues, vous verrez, on allume bien côté sud. Pourquoi? Parce que justement, la menorah au Beth Amikdash se trouvait elle aussi côté sud. Pourquoi côté sud? La Gemara explique parce que la menorah, elle symbolise la chorma, la sagesse. Elle symbolise la sagesse. Parce que la lumière de la menorah, qui naît à mitzvah, ve Torah or. La lumière est symbolisée par la mitzvah et la Torah, c'est du or. C'est un verset qui se trouve dans les proverbes de Michelet. Et donc, à partir de là, on apprend que la menorah symbolise la chorma. C'est pourquoi, dit la Gemara, toute personne qui a envie d'avoir un rajout de sagesse dans sa vie, ça veut dire de demander à Dieu l'acquisition de la sagesse, eh bien, il se tournera côté sud. C'est quoi le côté sud? C'est Israël. C'est Israël parce que, et de là va arriver une expression, que Avir Eret Israël Machakim. L'air même que l'on respire en Eret Israël, c'est un air qui favorise au développement de l'intelligence, parce que c'est côté sud. Donc vous voyez que tout ce symbole du côté sud, il est très important et il provient de la menorah. En tout cas, c'est pourquoi, lorsqu'on allume la Hanoukia à la choule, ça doit se faire côté sud, à cause de cette raison que l'on allume Zecher l'Amigdash en souvenir de la menorah qui se trouvait au Beth Amigdash. À cause de ça va découler aussi une seconde, concrètement une seconde halakha. C'est pourquoi on a l'habitude dans nos choules, pas uniquement d'allumer la Hanoukia le soir, mais on allume aussi la Hanoukia le matin à la synagogue. Avant la tfila de Shacharit, on a l'habitude de rallumer. Pourquoi on a l'habitude de rallumer? Parce que de la même manière que la menorah au Beth Amikdash, elle devait s'allumer par le Kohen, très souvent le grand prêtre ou le Kohen tout simplement, et le matin et le soir, parce que elle devait être nettoyée le soir, puis rallumée le matin, etc. De la même manière, pour la même raison, étant donné que c'est un Zecher al-Mikdash, c'est
c'est un rappel, plus qu'un rappel, c'est une commémoration de ce qui se faisait au temple, eh bien, nous allumons la Hanoukia matin et soir. Alors, matin sans bracha, parce qu'on l'a déjà fait la veille, mais on va le refaire matin et soir. Il y a une question? Oui, est-ce qu'on fait primer le fait de le faire devant la fenêtre, enfin à l'extérieur de manière à ce que ce soit vu, ou on fait primer le sud? À la choule, on prime le sud. Et c'est clairement écrit dans le Rama. Donc, c'est un psak, hein, c'est un psak halakha, c'est une décision de jurisprudence écrite dans le Rama. Et chez soi? Et chez soi, c'est la fenêtre. C'est la fenêtre. C'est la fenêtre qui prime, et si on peut la mettre, et ça ne sera pas le côté sud, mais ce qui va primer, c'est le côté inverse de la mezouza. C'est-à-dire que on va essayer de la mettre, tout dépend donc bien sûr de l'exposition de la salle dans la salle dans laquelle on allume, mais il faut la mettre dans le côté opposé où là se trouve la mezouza. Pourquoi? Afin que l'on soit, afin que l'on soit enveloppé de deux mitzvot. D'une part, la mitzvah de mezouza, et d'autre part, la mitzvah de la Hanoukia. Donc vous voyez que le côté sud à la maison, non, on n'y tient pas du tout. Du tout, du tout, du tout. Il peut que, à la fin, il peut se trouver que c'est, selon l'exposition de la pièce, que ça se fasse côté sud, mais c'est totalement accessoire. Merci. Alors, la question que l'on va se poser dans ce cours, la question essentielle, c'est comment est-il possible que l'on fasse une bracha sur un usage, sur un minag? On fait normalement, c'est pas évident que l'on puisse faire une bracha sur un minag. Pourquoi? Parce que dans la bracha, on dit Asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu, qui nous a sanctifiés par ses mitzvot et nous a ordonné, pour être ordonné, alors cela peut être le cas lorsque la Torah nous l'ordonne. Cela peut être le cas lorsque c'est une transmission de la Torah de manière orale. Cela peut être le cas même lorsque les rabbins nous ordonnent. Alors, mais ce n'est pas Dieu qui nous a ordonné. Alors là, la Gemara dans Shabbat, justement, à propos de la bénédiction que l'on prononce sur la Hanoukia, demande à Gemara comment est-ce qu'on peut faire une bracha, Asher kideshanu b'mitzvotav vetzivanu, l'adlik ner shel Hanouka, d'allumer les néros de Hanouka. Pourtant, il n'est marqué nulle part dans la Torah ou d'allumer une Hanoukia. Répondent nos sages dans le Talmud dans la Torah, il est écrit qu'il faut écouter nos sages. Lo tasor minadavar racha yagid ulecha yamin usmol. Tu ne t'écarteras pas des paroles de nos sages, ni à droite, ni à gauche. Et du fait qu'il y a une injonction dans la Torah d'écouter nos sages et à ne pas retrancher ce que disent nos sages et à ne pas rajouter à ce que disent nos sages, eh bien, à partir de là, si nos sages instituent une halakha, eh bien, il faut la suivre et on peut bénir. Et donc ça dit la Gemara, ça peut rentrer dans le cadre de Vetzivanu, d'une injonction. D'accord. Mais ça, c'est dans une institution rabbinique, dans un décret rabbinique, par exemple, ou dans un cadre légiféré par nos rabbins. Mais lorsqu'il s'agit uniquement d'un minag, lorsqu'il s'agit uniquement d'une coutume, en quoi, sur une coutume, on peut dire qu'il nous a ordonné? Alors, c'est une discussion entre le Rama et le Mechaber, entre les Ashkenazim et les Sfardim. Effectivement, vous avez sûrement remarqué que, par exemple, concernant la bénédiction qu'on fait dans le Hallel à Rosh Chodesh, lorsqu'on lit le Hallel, mais pas entièrement. Alors, vous savez que lire le Hallel pendant les fêtes, ça, c'est une institution de nos sages. Pourquoi? Parce qu'on est censé être tellement joyeux pendant les 3 fêtes de pèlerinage que cette joie doit s'exprimer forcément par une expression de louange, le Hallel. Et donc, ça c'est un cadre rabbinique, c'est une législation rabbinique
Et donc, et donc sur ça même, les Séfaradim vont faire la bracha, Asher Kideshanu Mitzvotav et Tivanu, Ligmor et Hallel. Étant donné que le Hallel doit être lu entièrement, c'est-à-dire avec Ma'avti, etc., avec entier, alors parce que la louange est totale, alors on dit Ligmor, alors ils disent Ligmor et Hallel, de finir le Hallel. Ok, mais parce que c'est une institution de nos sages. Mais lorsque c'est comme par exemple à Rosh Chodesh, où lire le Hallel n'est pas une institution rabbinique, c'est une coutume, c'est un usage. Alors, vous avez remarqué que dans les synagogues séfarades, de rite séfarade, ils ne disent pas la bracha. Uniquement le chazan dit la bracha et rend quitte l'assemblée. Mais tout un chacun ne prononce pas la bénédiction sur le Hallel à Rosh Chodesh. Par contre, dans les synagogues ashkénazes, effectivement, chacun va prononcer la bracha. Asher Kideshel Likro et Hallel. Ah, mais on a posé la question, mais c'est qu'un usage. Effectivement, pour les ashkénazim, on fait une bénédiction sur ce qui a trait à l'usage. Alors, vous remarquerez que... Quelle est la différence entre dire Amen et la faire soi-même? Alors, lorsque le chazan dans les synagogues séfarades, il va prononcer la bracha, attendez juste une seconde. Hein. Oui. Je ne me rappelle plus pourquoi chez les Sfarades, le chazan le fait. Il faudrait que je regarde. Parce que tu as dit pour rendre quitte. Rendre quitte, ça veut dire qu'on a le tzivouille, mais qu'on s'en remet à quelqu'un qui fait pour nous. Ouais. Alors, il me semble que la réponse est la suivante, Madame Sadia, il faut que je vérifie. Il me D'accord. semble que la réponse elle est la suivante, c'est que cette coutume-là de lire le Hallel à Rosh Chodesh, dans les rites Sfarad, c'est une obligation, c'est pas une obligation à titre personnel, mais c'est une obligation à titre communautaire. C'est-à-dire que sera lu le Hallel par la communauté. Alors, pour ne pas que ce soit une bénédiction qui soit lue par tout un chacun n'importe comment, et parce que ce n'est pas une obligation à titre personnel, alors on le fait une fois et les autres répondent Amen. Il me semble que c'est ça la réponse, que c'est qu'une obligation à titre communautaire et non à titre personnel. Mais ce n'est pas ça ma question. Ah, j'ai pas compris alors. Ma question, c'est quelle est la différence entre dire Amen et faire soi-même? Parce que si on dit Amen, c'est qu'on se sent... Non, pas du non, pas, du coup, quand on dit Amen, on s'implique, chacun s'implique dans la bracha communautaire. C'est ça, c'est ce que je dis. Ben, c'est bien. Donc, où est la différence? Ça veut dire qu'on se rend quitte, donc on pourrait très bien le faire soi-même. C'est comme si on l'avait fait. Non, on essaie de réduire au maximum, parce que, étant donné que ce n'est pas une obligation personnelle, on essaie de réduire au maximum pour ne pas que ça devienne une bracha pour rien. On ne veut pas que ce soit quelque chose qui soit lu comme ça. Si c'est pas une bracha, normalement, si ce n'est pas une obligation personnelle, il ne faudrait pas la lire. Donc, il ne faudrait pas dire Amen non plus. Alors, on répond Amen parce que vous entendez la bracha. Vous entendez quelqu'un dire à Shakol ni Abidvaro, vous devez répondre Amen. Quand bien même vous ne buvez rien du tout et vous ne mangez rien derrière, vous entendez une bracha, vous répondez Amen. D'accord. D'accord. Maintenant, cette idée-là, on peut la comprendre aussi, tout aussi bien en disant que, étant donné qu'elle répond à un cadre communautaire, cette bénédiction, alors répondre Amen dans un cadre communautaire, c'est s'impliquer dans la communauté, tout simplement. Mais on essaie de réduire au maximum la portée de la bracha, pour pas que ce soit une bracha dite pour rien. Voilà. On essaie de réduire au maximum. Quoi qu'il en soit, c'est une discussion entre le Shulchan Aruch et le Rama, à savoir, est-ce que sur un minag, est-ce que oui ou non, on fait une bracha. Selon le Shulchan Aruch, et c'est comme ça que c'est répandu l'usage dans les communautés séfarades, on ne fait pas. C'est pour ça que le Hallel à Rosh Chodesh, on ne le dit pas, chacun pour soi. Par contre, pour les Ashkenazim, selon Rabbeinu Tam, le petit-fils de Rashi, eh bien, il n'y a pas de portée de bracha levatala, et c'est pourquoi on peut faire une bracha même à titre de minag. Exemple, une femme ashkénaze, lorsqu'elle va secouer l'herba minime à Sukkot, étant donné, c'est pas une mitzvah qu'elle fait, puisque c'est une mitzvah shazvan grama, c'est une mitzvah positive qui dépend du temps, donc elle est exemptée. Alors pourquoi elle le fait? C'est à titre de minag. Et à titre de minag, elle fait la bracha.
Du coup, la question qui se pose, c'est comment est-ce que peut-on allumer la Hanoukia à la choule, qui est, selon les 3 raisons qu'on a données, uniquement une coutume, un minag, et comment est-ce qu'on a pu on a pu décider d'imposer une bénédiction sur cette coutume? Alors, avant de répondre à la question, juste, il y a coutume et coutume. Ce distinguo entre coutume et coutume, il est écrit dans le Rivache, justement, donc Rabbi Yitzhak Bar Sheshat d'Algérie. Il dit, tu sais, il dit, il y a des coutumes sur lesquelles on fait une bracha, il y a des coutumes sur lesquelles on ne fait pas de bracha. Il dit, les coutumes sur lesquelles on ne fait pas de bracha, c'est lorsqu'il s'agit d'un minag kal, une coutume qui est légère. Il donne un exemple. Il dit par exemple la coutume à Oshana Rabbah de frapper les haravot par terre. On n'a pas l'habitude de faire une bracha lorsque l'on va frapper les haravot, bien que ce soit un usage qui soit répandu dans tout le clan d'Israël, qui soit aussi marqué dans le Shulchan Aruch, etc. Mais c'est qu'une coutume, et c'est une petite coutume. Par contre, l'éclat du miracle à Hanouka, dans les Shouls, sur ça, le Rivash, il dit on peut faire une bracha. Pourquoi? Parce que c'est une coutume qui est d'une plus grande portée. Alors, on va essayer de comprendre les paroles du Rivash. Qu'est-ce que ça veut dire grande coutume, petite coutume? Petite coutume, on ne fait pas de bracha, grande coutume, on fait une bracha. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça signifie? Il y a eu des tentatives de réponse, entre autres le Chacham Tzvi. Le Chacham Tzvi, c'était un rave qui a vécu en Pologne à l'époque de la Haskalah, à l'époque de Moïse Mendelssohn. Et à cette époque, la Haskalah avait fait tellement de ravages auprès des rabbins, même dans le monde rabbinique, même dans le monde de la Torah, que les rabbins, entre autres le Khatam Sofer à sa tête, avaient pris des mesures extrêmes pour contrer la Haskalah. Et donc, ils avaient les mesures extrêmes, c'est par exemple, ils avaient excommunié donc les personnes qui s'affiliaient à la Haskalah, ils excommuniaient les synagogues qui ressemblaient au mode de prière tel que cela se faisait dans les temples de Haskalah, d'où par exemple l'interdit du Khatam Sofer à prier dans des synagogues dans lesquelles il y a un orgue. Même si cet orgue n'est plus d'usage, le Khatam Sofer a dit donc qu'il ne faut plus prier. Laurent, ça me pose un problème du coup de prier à la grande choule, il y a un orgue, je crois. Quoi qu'il en soit, le Khatam Sofer, donc il a édité des interdits, etc., pour contrecarrer l'expansion de la Haskalah dans les synagogues et auprès de tout un chacun. Il a excommunié aussi les synagogues dans lesquelles l'Almémor se trouvait tout devant, parce que c'était la manière de se faire dans les synagogues liées à la Haskalah. Et donc, on ne pouvait prier que dans des cas où l'Almémor se trouvait au milieu de la synagogue et non tout devant. Bon, etc., etc., etc. Et le Chacham Tzvi, eh bien, il faisait partie aussi de ces rabbins-là qui étaient extrêmement virulents face à l'expansion de la Haskalah. Et donc, ça a créé une très grande polémique, la fameuse polémique entre le Chacham Tzvi et le Rabbi Yehonatan Aibeshitz. Rabbi Yehonatan Aibeshitz, qui était rabbin à Metz, un gaon, un génie en Torah, et le Chacham Tzvi avait taxé le Rabbi Yonatan Aibeshitz d'être un partisan de la Haskalah. Rabbi Yonatan Aibeshitz n'était pas du tout un partisan, mais il s'est défendu, etc., etc. Et malheureusement, ces discussions, bien qu'elles étaient les Shem Shamaïm, bien sûr, je ne doute pas que l'un de ces rabbins ait pu taxer un autre rabbin simplement de partisan à la Scala sans preuve et sans truc, mais ça a fait des ravages. Ça a fait des grands ravages. Et du coup, on n'avait pas besoin tellement de ces discussions pour permettre à la Scala de
de se promener tranquillement dans nos maisons d'études. Quoi qu'il en soit, le Chacham Tzvi, donc il pose la question et dit, mais attends, s'il est vrai que si ce n'est vrai que pour les Ashkenazim de faire une bracha sur un minag, donc ça ne devrait être vrai d'allumer la Hanoukia dans les synagogues avec bracha uniquement dans les synagogues liées au rite Ashkenaz, mais dans les synagogues liées, au rite séfarade, eh bien, on ne devrait pas faire de bracha. Comment se permet-on de faire de brachot? Il dit il est possible qu'à cause de ça, le Rambam n'ait pas amené dans son Yad HaChazaka cet usage d'allumer la Hanoukia à la choule. Le Rambam n'en parle pas du tout. Et s'il n'en parle pas du tout, il dit c'est sûrement à cause de ça, parce que c'est qui est le tenant de la thèse comme quoi il ne faut pas faire de brachot sur des minagim? C'est le Rambam. C'est pourquoi le Rambam n'a pas amené le minag d'allumer la Hanoukia à la choule parce qu'il n'y a pas de bracha à faire dessus. Mais il dit, mais selon le Shulchan Aruch, qui lui pense que oui, il faut allumer et avec bracha, ça pose problème. D'un côté, il tranche comme le Rambam qu'on ne fait pas de bracha sur des usages. D'un autre côté, il dit qu'on allume la Hanoukia à la choule avec bracha. À cause de ça, certains livres, comme le Sefer Tanya Rabati, justement, qu'on a cité tout à l'heure, eh bien, tranchent qu'il ne faut pas allumer à la choule, qu'il ne faut pas allumer à la choule du tout, du tout, du tout. Et ce n'est pas un avis unique, c'est d'autres rabbanim, le Khatam Sofer aussi, lui-même prônait dans sa choule à Francfort de ne pas allumer les nérotes à la choule. Alors, ça paraît bizarre puisqu'aujourd'hui, tout le monde allume, mais il faut savoir que ce n'est pas si évident que ça. Vous voyez qu'à cause de cette question, ça a provoqué à ce que certaines choules n'allument plus du tout la Hanoukia dans son intérieur. Le Rav Moshe Sternbourg, on l'a amené plusieurs fois. C'est un Rav encore vivant, très âgé, il doit avoir 90 ans à peu près, qui était le Rav de la Eda Haredite à Jérusalem. Il a écrit dans son livre Moadim Uzmanim que de nos jours, il n'est plus vraiment nécessaire d'allumer la Hanoukia dans les choules parce que pour qui tu veux l'allumer? Pour les gens de passage? Il n'y en a plus tellement. Ça n'existe plus tellement des gens qui sont de passage. Ça n'existe plus tellement des choules qui font office d'auberge et qui permettent de nourrir et de faire dormir dans les synagogues. Ce n'est plus un lieu social, tellement la synagogue, dans le sens où ça fait office d'auberge et ça permettait de restaurer les gens de passage. Étant donné que ce n'est plus tellement d'usage, donc il dit on revient à l'usage antérieur qui est d'allumer dans nos maisons. Il n'y a plus de pogrom aujourd'hui. Il n'y a plus ce risque qu'on allume en cachette. Aujourd'hui, quand on allume en plein air. En Israël, vous voyez des Hanoukiot dans les rues, vous voyez les Hanoukiot dans les fenêtres. Il n'y a plus cette idée de se cacher. Et donc, celui qui allume la Hanoukia, aujourd'hui qu'on allume les Hanoukiot dans nos maisons avec un vrai Pirsoumanes, eh bien, il n'y a plus raison d'allumer dans nos choules. Donc, ce psaklak, c'est un rave contemporain qui le donne. C'est un de nos contemporains. Donc, il pense qu'il n'y a plus tellement d'usage et il dit qu'il est bon d'annuler ce minag. Il est bon d'annuler ce minag, il n'y a plus tellement de raisons d'allumer et tout du moins, en tout cas, allumer avec bracha. Celui qui veut allumer sans bracha, ça fait du mal à personne. Mais allumer avec une bracha, il y a lieu de craindre que ce soit une bénédiction formulée pour rien. Mais voilà. Pourtant, on n'annule pas un minag qui est établi. Alors, encore une fois, c'est un minag qui a 3 raisons. Si les raisons de ce minag ont disparu, le minag disparaît avec. Alors, ça, c'est lorsque ce minag n'a, comme il dit, c'est pas un grand minag, c'est un petit minag. C'est pour ça que je vous ai parlé du rivache. Le rivache, il fait cette différence entre grand minag et petit minag. C'est que lorsqu'il y a un minag qui a sa source dans les textes de la Gemara, alors là, c'est un minag qui fait din, qui a une force législative. Hein. Par contre, lorsque c'est une coutume et que c'est pas plus qu'une coutume, c'est moins fort et donc éventuellement il y aurait lieu,
si la raison n'a plus lieu d'être, de l'éliminer. En tout cas, c'est l'avis de Rav Moshe Sternbourg. Rav Moshe Sternbourg, donc c'est un contemporain. Hein. C'est un contemporain. Alors, vous allez voir, alors la question est de savoir qu'aujourd'hui, ce minag, alors on le garde pas. Alors déjà, donc on a une question, c'est comment est-ce que on répond concernant l'avis du Mechaber, du Shulchan Aruch. Encore une fois, le Shulchan Aruch, d'un côté, il dit qu'on ne fait pas de brachot sur des minagim, et pourtant, dans nos shul, eh bien, on allume la Chanoukia avec bracha. Pour répondre à cette question, deux possibilités. Les deux, elles sont citées par le Rav Ovadia Yosef dans son responsa Yabia Omer. Rav Ovadia Yosef, il dit la chose suivante. Il dit que, et c'est un grand chidouche, énorme même, il dit que la coutume de lire le Hallel à Rosh Chodesh, et c'est pour ça que chez les Sfaradim, on le fait sans bracha, c'est une coutume qui a été dictée par le peuple et non par les rabbins. C'est-à-dire, même en tant que coutume, c'est une coutume qui a été introduite au sein du clan d'Israël, non pas par des rabbins, mais par le peuple. C'est pas les rabbins qui ont dicté qu'il fallait lire le Hallel à Rosh Chodesh. C'est devenu comme ça. Rosh Chodesh, c'était un petit peu un jour de fête. Le peuple s'est dit, si c'est un petit jour de fête, allons-y, soyons reconnaissants vis-à-vis d'Hachem et prenons 5-10 minutes de plus pour chanter des louanges à Hachem en ce jour de Rosh Chodesh. Mais ça n'a pas été dicté par nos sages. Par contre, l'allumage de la Chanoukia dans nos shul, elle a été dictée par nos sages. Et donc, une fois dictée par nos sages, on peut effectivement dire une bracha dans laquelle on dit Asher Kideshanu b'mitzvotav vetzivanu, qui nous a ordonné. Parce qu'étant donné que c'est nos sages qui l'ont instituée, cette coutume, alors bien sûr, elle a été instituée avec des raisons qui la sous-tendaient, soit la raison de Pirsoumanes, soit la raison de rendre quitte les personnes qui étaient sans domicile fixe, soit la raison du Zecher Lamikdash, de la Ménorah. Mais quoi qu'il en soit, elle a été dictée et formulée par nos sages. Et donc on peut dire à Yosef, effectivement, prononcer la bracha Vetzivanu, qui nous a ordonné parce que dictée par nos sages. A contrario du Hallel, qui lui n'a pas été dicté par nos sages, mais dicté par une envie du peuple de réciter des louanges pour Dieu en ce jour de fête ou de demi-fête qu'est Rosh Chodesh. Ça, c'est la première réponse que donne Rav Ovadia Yosef dans son commentaire, Abia Omer. Deuxième réponse que donne le Rav Ovadia Yosef et qui est aussi ramené par un sefer qui s'appelle Shalmei Toda. C'est un Rav de Bnei Brak, Rav Nabet Amidrash Nachalat Moshe, Rav Ben Sion Feldman. Il donne une deuxième réponse. Donc, c'est des contemporains, tout ça. Ils disent que la raison essentielle pour laquelle que le Shulchan Aruch pense qu'il faut allumer la Chanoukia à la shul avec bracha, c'est la raison essentielle, c'est Pirsoumanes pour le Shulchan Aruch. C'est afin de publier le miracle, parce que c'est comme ça que le Rav algérien avait expliqué, parce que c'était des contrées où il y avait des grands risques de pogrom, et donc les gens se cachaient, et donc quoi de mieux de publier le miracle dans les shuls afin que tout le monde puisse le voir et que ce ne soit pas fait pas fait en cachette. Et donc, et le Shulchan Aruch d'ailleurs lui-même le dit, donc des paroles du Shulchan Aruch, il apparaît clairement que la raison essentielle pour qu'il a retenu d'allumer les nérodes de Chanoukia à la shul, c'est pour publier le miracle. Et donc, du coup, écoutez bien, la bracha que l'on récite lorsqu'on allume les nérotes à la shul, ce n'est pas sur le minag de l'allumage, ce n'est pas uniquement la coutume d'allumer, mais c'est pour le pirsoumanes. Et donc cette coutume, eh bien, si vous voulez, étant donné qu'elle se rattache à la publication du miracle, alors il y a lieu de dire la bracha. Parce que ce n'est pas une bracha sur une coutume d'un geste qu'il s'agit d'allumer des bougies,
mais c'est sur la coutume qui se rattache au din de Pirsoumanes. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire qu'on ne fait pas ici une bracha simplement sur une coutume, mais on fait une bracha sur le Pirsoumanes. Or, le Pirsoumanes, lui, c'est un din clairement écrit dans la Gemara, que l'on allume la Hanoukia à la maison ou autre part pour publier le miracle. Donc, du coup, ce n'est pas une bracha qui se rattache simplement à l'usage d'allumer, mais bien plus que ça, c'est une bracha qui se rattache directement à la raison même d'allumer. Or, la raison même d'allumer, c'est la publication du miracle. Donc, la bracha se rattache à cette raison. Vous avez compris? C'est la deuxième réponse. En passant, juste en passant, hein, pour émettre une petite idée, une petite idée de dracha, c'est que à l'époque des Grecs, pourquoi le Pirsoumanes a été retenu comme étant la raison principale qu'on allume la Hanoukia? Tout simplement. Qu'on allume la Hanoukia tout simplement. Pas à la choule ou pas à la choule. Qu'on allume la Hanoukia tout simplement. Pourquoi nos sages, à l'époque des Grecs, ont-ils retenu cette raison comme étant la raison véritable de notre allumage? Alors, il faut bien comprendre, ça a un trait historique. À l'époque des Grecs, les Juifs, la plupart des Juifs étaient des Juifs hellénisés, c'est-à-dire qui embrassaient la culture grecque. Or, la Torah a clairement énoncé que la sagesse qui se trouve dans nos textes, dans notre héritage et dans notre étude de Torah, eh bien, c'est un héritage tout particulier. Effectivement, vous remarquerez dans Parashat Vaïtranan, Dieu, il appelle la Torah, Moshe appelle la Torah, Ki hi chochmatrem uvinatrem le'ene ha'amim. La Torah sera votre chochma et votre bina. La Torah doit être un étendard de sagesse. Et donc, or, les Juifs, à l'époque des Grecs, eh bien, ils donnaient l'impression que la Torah, eh bien, ils avaient honte d'être juifs. Ils avaient honte d'étudier la Torah. Ils ne voyaient pas dans la Torah une source de grande sagesse. Et du coup, lorsqu'ils voyaient la philosophie des Grecs, les mathématiques des Grecs, la logique des Grecs telle qu'elle était professée dans leurs universités, dans leurs écoles, eh bien, ils avaient honte d'être juifs, ils se cachaient, ils se déguisaient, ils n'étaient plus eux-mêmes. Or, la Torah énonce clairement qu'il chormatrem ou vinatrem. C'est pourquoi les sages ont retenu cette raison comme étant la raison principale. Parce que du coup, les Juifs se portaient en porte-à-faux quelque part. Ils marquaient une sorte de trahison vis-à-vis de la Torah. La Torah dit clairement, ça doit être votre étendard de sagesse. Vous devez être la lumière de sagesse auprès des peuples avec cette Torah. Si vous avez honte de la Torah, si vous ne voyez plus la Torah comme étant une source de production intellectuelle, de sagesse, etc., et que vous allez voir ailleurs pour voir si l'herbe est plus verte ailleurs, eh bien, vous faites fausse route complètement. Et donc, c'est pour ça que la Torah a retenu cette raison comme étant la raison principale pour rattacher les Juifs à ce pasouk Kihi Chochmatrem ou Vinatrem. Voilà. Donc, une fois qu'on a énoncé tout ça, on va essayer de comprendre certains cas pratiques. À quel moment exactement faut-il allumer la Hanoukia à la choule? Et on va finir avec ça parce que je vois que le temps se fait rapide, je dois bientôt y aller. On va finir avec ça. Il y a encore plein de petites choses à dire. Je suis désolé, j'ai pris un peu trop mon temps. Je voulais dire d'autres choses, mais je vais finir avec ça parce qu'il me manque du temps. Dans le Darkei Moshe, le livre écrit par le Rama, le Rabbi Moshe Isserlis, fondateur des textes législatifs, juridiques, juifs ashkénazes, il ramène les paroles du Kolbo, comme quoi, veille de Shabbat, on a l'habitude d'allumer les nérods de la Hanoukia avant la tfila de Mincha. C'est ce qu'on fait d'ailleurs aujourd'hui. C'est comme ça dans nos contrées, dans nos choules, on allume la Hanoukia avant Mincha. Le Mishnah Berurah écrit
Mais dans le Darkei Moshe, il n'a pas écrit comme ça. Le Rama a écrit 2 livres. Enfin, il a écrit plusieurs livres. Le Rama a écrit le Darkei Moshe, sur lesquels, eh bien, il va baser toutes ces lois législatives marquées dans le Shulchan Aruch, puis le Rama. Et les Rama, c'est des rajouts. C'est des rajouts sur le Shulchan Aruch. Et il se contredit un petit peu. Parce que dans le Darkei Moshe, il va écrire, dit le Mishnah Berurah, comme quoi on a l'habitude d'allumer veille de Shabbat les Nerot à la Shul entre Mincha et Ma'ariv. Pourquoi? Pour profiter parce qu'entre Mincha et Ma'ariv, il y avait plus de monde qu'avant Mincha. Avant Mincha, les gens ils sont à la bourre, ils sont en retard, ils n'ont pas, etc. Surtout en hiver où on fait rentrer Shabbat très tôt. Alors il disait il est préférable de les allumer entre Mincha et Ma'ariv, bien sûr, avant l'entrée du Shabbat. Au moment où, dit le Darkei Moshe, Matrilin et Itkabet, les Kapersumenissa, il y a la publication du miracle est beaucoup plus grande entre Mincha et Ma'ariv, là où il y a plus de monde. Par contre, dans le Rama, il n'écrit pas comme ça. Et il dit vaut mieux allumer les nérodes de Hanoukia Erev Shabbat avant Mincha. Pourquoi? Justement, parce que les gens, il dit le Rama, mit acherim lavo veterem sheavo minyan le betakneset yitkadesh hayom. On a envie, on désire à ce que les nérodes de Hanoukia précèdent la kedusha du Shabbat. Donc c'est pour ça qu'on va donner priorité à l'allumage avant Mincha. Donc non seulement pour ne pas, parce que pour ne pas rentrer dans Shabbat trop tard, mais surtout pour que l'allumage de la Hanoukia puisse précéder la sainteté du Shabbat. Voilà. Et alors, il y a beaucoup d'autres choses à dire. Je n'ai pas pu le dire, je suis désolé. Je vous ai fait le topo de manière générale et j'espère que ça vous a plu. Il me semble que je me souviens quand j'étais enfant à Lyon, Oui. Motzei Shabbat, on faisait donc la Mida, enfin, de Ma'ariv, et on allumait les nérotes avant de faire Havdalah. Alors bien sûr, alors ça c'est une grande discussion ramenée dans le Mishnah Berurah entre les poskim. À la choule, seulement. Ouais. Alors qu'est-ce qu'il est préférable? Alors c'est vrai avant et c'est vrai après. C'est vrai, excusez-moi, c'est vrai à la choule et c'est vrai à la maison. Il y a une grande discussion, et ça c'est une discussion qui a trait à un autre concept, une autre notion, qui est tadir venotadir, tadir kodem. Lorsque on a 2 mitzvot qui s'invitent à nous, une qui est beaucoup plus fréquente que la seconde. Alors, il faudrait privilégier celle qui, dans toute l'année, est plus fréquente. On apprend ça des corbanotes, que lorsque on devait privilégier le korban Toda au korban Moussaf. Pourquoi le korban Toda avant le korban Moussaf? Parce que le korban Toda, il s'offre 2 fois par jour, chaque jour dans l'année, tandis que le korban Moussaf, c'est uniquement Shabbat, fête, Rosh Chodesh. Voilà. Donc, il faut donner priorité à ce qui se fait souvent. Mais ça répond à un autre débat, à une autre notion. Mais cette notion, ce débat est vrai aussi bien à la synagogue qu'à la maison. Je me souviens qu'on avait eu un chiour comme ça avec le grand rabbin Kling. Et à la maison, on allumait après avoir fait Havdalah, alors qu'à la choule, on allume avant de faire Havdalah. Ouais, il y a plein de chitotes. Ouais. Et le Mishnah Berurah, il tranche que chacun y fera comme il le sent. C'est ça. C'est ça le Mishnah Berurah, il tranche. Il fait chacun selon le minhag de ses parents. Il n'y a pas de... C'est une grande discussion, etc. Finalement, il faut retenir cette phrase. Chacun y fait kol echad kedei Hitler. En hébreu, ça veut dire chacun selon le minhag de ses parents. Merci beaucoup, Samy. Avec plaisir. Hanouka Sameach pour dans 2 jours. Hanouka Sameach, Kol Tov, au revoir.